Le Perseus émergeait lentement de l'hyperespace, ses moteurs bourdonnant doucement alors que le vaisseau se matérialisait dans un système stellaire inconnu. Sur le pont principal, Gabriel se tenait immobile, observant la planète bleue et verte qui apparaissait sur l'écran holographique central. « C'est étonnant », murmura Serra en s'approchant. « On dirait presque la Terre ancienne. » Lyra, aux commandes de navigation, acquiesça tout en analysant les données qui défilaient sur son écran. Les scanners confirment. Atmosphère respirable, composition similaire à celle de la Terre originelle à 97%, océan d'eau liquide, végétation abondante. C'est une planète jardin parfaite. Trop parfaite, intervint Orion, son regard méfiant fixé sur les relevés tactiques. Pourquoi l'Empire n'aurait-il pas déjà colonisé un tel joyau? Valen s'avança, son armure émettant de légers battements chronométriques désynchronisés. Les fluctuations temporelles sont inhabituelles. Cette planète semble exister dans une sorte de bulle temporelle, peut-être même une anomalie créée par l'architecte des éons lui-même. Gabriel se tourna vers Elias, qui étudiait déjà les données biologiques récoltées par les sondes. « Qu'est-ce que nos capteurs détectent à la surface ?» Elias se figea soudainement, ses yeux s'écarquillant devant les images qui défilaient sur son écran. « C'est impossible. La faune détectée correspond à des espèces éteintes depuis des millions d'années sur Terre. Ce sont des dinosaures. » Un silence stupéfait s'abattit sur le pont du Perseus. « Descendons voir, » décida finalement Gabriel. « Nous avons besoin de cet artefact, et s'il est caché sur cette planète, nous devons le trouver avant l'Empire. » Torres s'approcha, l'air préoccupé. « Commandant, je dois vous signaler un problème avec nos systèmes de propulsion. Le passage dans cette zone d'espace-temps perturbée a endommagé plusieurs relais quantiques. Nous pouvons atterrir, mais il nous faudra effectuer des réparations avant de pouvoir repartir. » « Combien de temps ?» demanda Gabriel, les sourcils froncés. « Au moins 48 heures, peut-être plus selon ce que nous trouverons. » « C'est un risque à prendre, » conclut Gabriel après un moment de réflexion. « Préparez la navette d'exploration. Serra, Valen, vous venez avec moi. Orion, tu assureras notre défense. Lyra et Elias, vous restez à bord pour coordonner les réparations avec Torres. » 1 heure plus tard, la navette d'exploration pénétrait dans l'atmosphère de la planète mystérieuse. La descente fut chaotique, des turbulences secouant violemment le petit vaisseau. « Ces courants atmosphériques sont anormalement puissants !» s'écria Serra en s'agrippant à son siège. « C'est comme si la planète elle-même tentait de nous repousser. »« Ou de nous attirer » murmura Valen, ses yeux fixés sur les relevés énergétiques qui s'affolaient. Un éclair aveuglant illumina soudain le cockpit, suivi d'une déflagration assourdissante. La navette fut projetée vers le bas, tous les systèmes s'éteignant simultanément. « Impact dans 15 secondes » hurla Orion, luttant désespérément avec les commandes inertes. Gabriel activa instantanément son égide, projetant un bouclier d'énergie autour de la navette entière. L'impact fut brutal malgré cette protection, envoyant les passagers valser contre les parois. Lorsque Gabriel reprit conscience, un silence inquiétant régnait dans la navette. Par le hublot fissuré, il pouvait apercevoir une jungle luxuriante aux proportions démesurées. Des fougères géantes s'élevaient à plusieurs mètres de hauteur et des arbres colossaux filtraient la lumière du soleil, créant un environnement à la fois majestueux et oppressant. « Tout le monde va bien ?» demanda-t-il en se redressant péniblement. Serra et Valen acquiescèrent, tandis qu'Orion effectuait déjà un diagnostic des systèmes. « La navette est hors service » annonça-t-il sombrement. « Propulsion, communication, tout est mort. Même le transmetteur d'urgence ne répond plus. » L'égide a absorbé le plus gros de l'impact, mais quelque chose a neutralisé nos systèmes électroniques, observa Gabriel. Une sorte d'impulsion électromagnétique naturelle peut-être. Ils sortirent prudemment de la navette endommagée, leurs armures activées mais étrangement affaiblies. L'air était chaud et humide, chargé d'odeurs inconnues, primitives. Le sol tremblait légèrement sous leurs pieds, à intervalles réguliers. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura Serra, ses yeux scrutant la canopée dense. La réponse vint sous la forme d'un rugissement terrifiant qui déchira le calme apparent de la jungle. Les arbres s'écartèrent violemment à une centaine de mètres de leur position, révélant une créature cauchemardesque, un Tyrannosaurus rex adulte. Sa peau écailleuse luisant sous les rayons du soleil qui filtraient à travers la végétation. « Personne ne bouge » ordonna doucement Gabriel. Leurs yeux sont sensibles au mouvement. Le prédateur tourna sa tête massive dans leur direction, reniflant l'air avec curiosité. Ses narines se dilatèrent, détectant des odeurs inconnues potentiellement menaçantes.
Il nous a repérés, souffla Orion, sa main se portant instinctivement vers son arme. Non, l'arrêta Gabriel. Nous ne savons pas comment nos armes fonctionneront ici, et nous ne voulons pas attirer l'attention d'autres prédateurs. Le T-Rex émit un grondement sourd, faisant vibrer l'air autour d'eux. Puis, contre toute attente, il se détourna, apparemment satisfait que ces étranges créatures immobiles ne constituaient pas une menace ou une proie intéressante. Il s'éloigne, constata Serra avec soulagement. Mais il y en a forcément d'autres. Valen consultait son détecteur portatif, miraculeusement encore fonctionnel bien que ses fonctions soient limitées. Je capte une étrange signature énergétique à environ 5 km au nord-est. Cela pourrait être l'artefact que nous cherchons. Gabriel acquiesça gravement. Alors c'est là que nous allons. Rester groupés et vigilants. Cette planète est un sanctuaire de vie préhistorique, mais elle cache autre chose. Je peux le sentir à travers l'égide. Ils s'enfoncèrent dans la jungle dense, progressant lentement à travers la végétation luxuriante. Le monde autour d'eux grouillait de vie. Des insectes géants bourdonnaient dans l'air chaud, des petits reptiles filaient entre les fougères, et au loin, ils pouvaient apercevoir les silhouettes majestueuses de dinosaures herbivores se déplaçant en troupeaux. « C'est fascinant », murmura Serra en observant un groupe de stégosaures qui broutaient paisiblement. « C'est comme si nous avions remonté le temps jusqu'à l'ère mésozoïque terrestre. » « Je ne crois pas qu'il s'agisse d'un hasard, répondit Valen. Cette planète pourrait être une sorte de conservatoire créé délibérément pour préserver ses formes de vie. Leur progression fut soudain interrompue par un bruit de bruissement dans les fourrés devant eux. Ils se figèrent, armes prêtes, alors qu'une meute de vélociraptors émergeait des buissons, leurs yeux intelligents fixés sur les intrus. « Ne faites aucun geste brusque, murmura Gabriel, sentant le danger imminent. Les prédateurs les encerclaient lentement, communiquant entre eux par de petits cris aigus qui glaçaient le sang. Contrairement aux T-Rex, ces créatures semblaient parfaitement conscientes de la menace potentielle que représentaient ces étrangers. « Ils nous testent » observa Orion, son corps tendu comme un arc, cherchant une faiblesse dans notre formation. L'un des raptors, probablement le mâle alpha, fit un pas en avant, dévoilant ses griffes démesurées. Serra réagit instinctivement, son armure de gardienne des flammes s'illuminant d'une lueur orangée menaçante. « Serra, non !» cria Gabriel, mais c'était trop tard. Une vague de chaleur irradiait déjà autour d'elle, formant un cercle de protection. L'effet sur les raptors fut immédiat et inattendu. Au lieu de fuir, les créatures semblèrent fascinées par cette manifestation d'énergie presque respectueuse. « C'est curieux », murmura Valen. On dirait qu'ils reconnaissent d'une certaine façon le pouvoir des armures. Le raptor alpha émit un cri perçant avant de faire un pas en arrière, signalant à sa meute de se retirer. En quelques secondes, ils avaient disparu dans la végétation épaisse, laissant les 4 compagnons stupéfaits. « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» demanda Orion, perplexe. « Je crois que cette planète est plus qu'un simple sanctuaire », répondit lentement Gabriel. « Ces créatures semblent avoir été modifiées d'une façon ou d'une autre. » Ils reprirent leur progression avec une prudence redoublée, conscients que les règles habituelles ne s'appliquaient peut-être pas dans ce monde étrange. Après 2 heures de marche difficile, ils atteignirent une clairière parfaitement circulaire au centre de laquelle se dressait une structure cristalline, similaire à celle qu'ils avaient observée sur Némésis. « C'est ici », confirma Valen, son détecteur s'affolant. « La signature énergétique provient de l'intérieur de cette structure. » Ils s'approchèrent prudemment du bâtiment translucide, qui semblait pulser d'une lumière intérieure. L'entrée, une simple ouverture arquée, donnait sur un couloir descendant profondément sous terre. « Je n'aime pas ça », grommela Orion. « Ça ressemble à un piège. »« Peut-être », concéda Gabriel, « mais nous n'avons pas le choix. L'artefact est notre priorité. » Ils pénétrèrent dans la structure, leurs armures réagissant immédiatement à l'environnement, brillant plus intensément à mesure qu'ils s'enfonçaient sous terre. Le couloir déboucha finalement sur une salle circulaire impressionnante, au centre de laquelle flottait un cristal rouge sang. « Encore un fragment de la couronne », souffla Serra avec émerveillement. Mais avant qu'ils ne puissent l'atteindre, un rugissement assourdissant retentit derrière eux. Se retournant brusquement, ils se retrouvèrent face à un spectacle terrifiant. Un énorme Spinosaurus bloquait l'entrée de la salle, ses mâchoires puissantes, grandes ouvertes, révélant des rangées de dents acérées. « Comment a-t-il pu nous suivre jusqu'ici » s'exclama Orion, incrédule. « Ce n'est pas un dinosaure ordinaire » réalisa soudain Gabriel en observant les yeux de la créature
qui brillait d'une lueur rouge identique à celle du cristal. C'est un gardien. Le Spinosaurus se cabra avant de charger, forçant le groupe à se disperser. Orion ouvrit le feu avec son arme énergétique, mais les tirs semblaient simplement être absorbés par les écailles du monstre. « Nos armes conventionnelles sont inefficaces », cria-t-il. « Nous devons utiliser les armures. » Gabriel activa pleinement l'égide, projetant une vague d'énergie pure vers la créature. Le Spinosaurus fut repoussé momentanément, mais revint à la charge avec une férocité renouvelée, comme si la puissance de l'attaque l'avait en fait revigoré. « Il se nourrit de notre énergie », réalisa Serra avec horreur. « Plus nous utilisons les armures, plus il devient fort. » Valène, qui avait silencieusement analysé la situation, s'avança soudainement. « Je crois comprendre. Ce gardien n'est pas là pour nous empêcher de prendre le cristal. Il est là pour tester si nous sommes dignes de le posséder. » « Et comment sommes-nous censés prouver notre valeur ?» demanda Orion, tout en esquivant une attaque des griffes monstrueuses. « En comprenant la nature même de ce lieu, » répondit calmement Valène. « Cette planète est un sanctuaire du temps, un lieu où le passé est préservé. Le gardien ne veut pas de notre pouvoir, mais de notre respect. » Gabriel comprit immédiatement. Il désactiva son armure, se tenant désarmé face au prédateur gigantesque. Ses compagnons le regardèrent avec stupeur, mais suivirent son exemple après un moment d'hésitation. Le Spinosaurus s'arrêta net, les observant avec ce qui semblait être de la curiosité. Puis lentement, il s'inclina, sa massive tête touchant presque le sol cristallin. « Il nous reconnaît comme les héritiers légitimes de la couronne », murmura Gabriel avec soulagement. La créature recula, libérant le passage vers le cristal flottant. Gabriel s'en approcha prudemment, sentant l'égide résonner à proximité du fragment. « Cet artefact contient des connaissances sur l'architecte, je peux le sentir, » dit-il en tendant la main vers le cristal. Au moment où ses doigts touchèrent la surface écarlate, une vague de vision submergea son esprit. Des images d'une civilisation ancienne maîtrisant le temps lui-même, créant des sanctuaires comme cette planète pour préserver les écosystèmes disparus à travers la galaxie. Lorsque la vision s'estompa, Gabriel tenait fermement le cristal dans sa main. « Nous avons ce que nous sommes venus chercher, dit-il gravement. Mais nous devons encore rejoindre le Perseus et réparer la navette. » Ils remontèrent à la surface, surpris de constater que le Spinosaurus les accompagnait désormais à distance respectueuse, comme un guide silencieux. La jungle semblait s'ouvrir devant eux, facilitant leur progression. « Le gardien nous protège maintenant, » observa Serra avec émerveillement. Ils atteignirent la navette endommagée au crépuscule alors que deux lunes commençaient à se lever à l'horizon, baignant la jungle préhistorique d'une lueur argentée surréaliste. « Torres, me recevez-vous » tenta Gabriel sur son communicateur, espérant que la proximité du cristal pourrait amplifier le signal. À sa grande surprise, une réponse grésillante lui parvint. « Commandant, nous étions terriblement inquiets. Nous avons détecté une forte perturbation énergétique et perdu tout contact avec vous. Nous avons l'artefact, mais la navette est hors service. Pouvez-vous nous localiser pour l'extraction ?» Affirmatif, mais les réparations ne sont pas terminées. Le Perseus ne peut pas encore quitter l'orbite. « Combien de temps ?» demanda Gabriel, scrutant le ciel qui s'assombrissait rapidement. « Encore 12 heures, minimum. » Gabriel échangea un regard avec ses compagnons. La nuit tombait et avec elle venaient probablement d'autres prédateurs, plus dangereux encore que ceux qu'ils avaient rencontrés. « Nous allons établir un périmètre défensif autour de la navette, » décida-t-il. « Serra, utilise ton pouvoir pour créer une barrière thermique. Valène, vois si tu peux ralentir le flux temporel autour de notre position pour nous donner plus de temps. » Alors qu'ils se préparaient à affronter la nuit, un rugissement familier retentit à proximité. Le Spinosaurus était toujours là, patrouillant autour de leur camp improvisé, tenant à distance les autres prédateurs nocturnes. « Notre ami préhistorique semble déterminé à nous protéger jusqu'au bout, » remarqua Orion avec un sourire surpris. « Ce n'est pas un hasard si cette planète ressemble tant à la Terre préhistorique, » dit Valène, en étudiant les données du cristal que Gabriel avait récupéré. D'après ce que je peux déchiffrer, l'architecte des éons a créé ces sanctuaires comme des copies parfaites d'écosystèmes disparus. Cette planète est littéralement une capsule temporelle vivante de la Terre telle qu'elle était il y a 65 millions d'années. La nuit fut longue et inquiétante, ponctuée par les cris distants de créatures inconnues et les rugissements occasionnels de leurs gardiens improvisés qui repoussaient toute menace potentielle. À l'aube, le communicateur de Gabriel s'activa soudainement. « Commandant, ici Elias. Les réparations ont progressé plus vite que prévu. Nous serons en position d'extraction dans 1 heure. »« Excellent, » répondit Gabriel. « Nous serons prêts. »
Alors qu'ils rassemblaient leur équipement, un frémissement parcourut la jungle environnante. Des dizaines de dinosaures de toutes espèces convergeaient vers la clairière, formant un cercle respectueux autour des visiteurs. « C'est incroyable », murmura Serra. « Ils viennent nous dire au revoir. » Le Spinosaurus s'avança, s'inclinant une dernière fois devant Gabriel, qui lui rendit son salut avec respect. « Ils comprennent », dit doucement Valène. « Ils savent que nous combattons pour préserver l'équilibre cosmique, tout comme cette planète préserve l'équilibre de la vie. » 1 heure plus tard, la navette d'extraction du Perseus descendait du ciel, soulevant des tourbillons de poussière. Les dinosaures reculèrent, mais ne fuirent pas, observant avec une curiosité presque intelligente le vaisseau qui atterrissait. « On dirait qu'ils ont été conditionnés pour ne pas craindre la technologie », observa Orion, comme si leur créateur avait anticipé des visites occasionnelles. Ils montèrent à bord de la navette d'extraction, emportant avec eux non seulement le précieux cristal, mais aussi une compréhension nouvelle de l'étendue du pouvoir et de la vision de l'architecte des éons. Alors que la navette s'élevait vers le Perseus qui les attendait en orbite, Gabriel contempla une dernière fois le paysage préhistorique qui s'étendait sous eux. Des troupeaux de dinosaures herbivores traversaient paisiblement de vastes plaines, tandis que des ptérodactyles planaient majestueusement au-dessus des forêts denses. « Ce monde est à la fois un miracle et un avertissement », dit-il pensivement. « Une preuve de ce que l'architecte peut créer ou détruire. Cela renforce notre mission, acquiesça Serra. Nous devons comprendre ses intentions, déterminer s'il représente une menace pour toute vie dans la galaxie. Avec ce nouveau fragment de la couronne, nous nous rapprochons de la vérité, ajouta Valène. Chaque artefact nous révèle une partie du puzzle cosmique. La navette rejoignit finalement le Perseus, qui s'éloignait déjà de l'orbite de cette étrange planète sanctuaire. Gabriel se dirigea immédiatement vers la salle tactique, où Torres l'attendait avec impatience. « Commandant, l'analyse préliminaire du cristal est fascinante. Il contient des coordonnées spatio-temporelles que nos ordinateurs tentent encore de déchiffrer. Notre prochaine destination, comprit Gabriel. L'architecte nous guide, consciemment ou non, vers lui. » Tandis que le Perseus plongeait dans l'hyperespace, Gabriel méditait sur leur récente découverte. Cette planète sanctuaire, avec ses dinosaures et son écosystème préservé, n'était qu'une infime démonstration du pouvoir de l'architecte des éons. Un être capable de capturer et recréer des époques entières, de manipuler le temps comme un artiste manipule sa palette. Quelle que soit la prochaine étape de leur quête, Gabriel savait maintenant avec certitude que l'entité qu'ils cherchaient transcendait leur compréhension actuelle de l'univers. Et chaque fragment de la couronne les rapprochait dangereusement de cette puissance primordiale, pour le meilleur ou pour le pire. Le Perseus filait à travers l'hyperespace, ses moteurs ronronnant doucement, tandis que l'équipage analysait le cristal récupéré sur la planète des dinosaures. Gabriel, debout devant la baie d'observation principale, contemplait le vortex lumineux qui les enveloppait, perdu dans ses pensées. Les révélations successives sur l'architecte des éons avaient considérablement alourdi le poids de leur mission. « Les coordonnées ont été déchiffrées », annonça Torres en entrant sur le pont, « mais elles sont inhabituelles. » Gabriel se tourna vers lui, une lueur d'interrogation dans le regard. « Inhabituelles comment ? Elles ne correspondent à aucun système connu dans nos bases de données. Et il y a autre chose, les coordonnées semblent indiquer un retour vers la planète des dinosaures que nous venons de quitter, mais à une époque différente. » Un silence pesant s'installa sur le pont. Valène s'approcha, intrigué. « Une époque différente ? Tu veux dire que l'architecte nous demande de voyager dans le temps ? C'est théoriquement impossible avec notre technologie actuelle, intervint Elias, qui avait rejoint la conversation. Même les perturbations temporelles que nous avons expérimentées jusqu'à présent ne nous permettraient pas de... » Un violent soubresaut interrompit sa phrase, projetant tout l'équipage au sol. Les alarmes retentirent instantanément à travers le vaisseau. « Qu'est-ce qui se passe ?» s'écria Gabriel en se relevant précipitamment. Lyra, agrippée aux commandes de navigation, luttait pour stabiliser le vaisseau. Quelque chose nous a tirés hors de l'hyperespace. Les systèmes s'affolent. C'est comme si nous traversions une sorte de barrière temporelle. À travers les hublots du Perseus, l'équipage pouvait voir l'hyperespace se distordre autour d'eux. Les couleurs habituelles remplacées par un maelstrom de nuances violettes et rouges. Le vaisseau tremblait violemment, ses structures gémissant sous la pression de forces inconnues. « Le cristal !» s'écria soudain Serra. « Regardez !»
Le fragment de la couronne qu'ils avaient récupéré sur la planète des dinosaures pulsait d'une lumière écarlate intense, émettant des filaments d'énergie qui semblaient se connecter au système du vaisseau. « Il interagit avec nos moteurs », constata Torres avec stupéfaction. « Il reconfigure notre matrice de navigation. » « Laissez-le faire », ordonna Gabriel après un moment d'hésitation. « L'architecte nous guide quelque part. Nous devons lui faire confiance, pour l'instant. » Pendant plusieurs minutes, qui semblèrent durer une éternité, le Perseus fut ballotté à travers ce qui ne pouvait être décrit que comme une tempête temporelle. Puis, aussi soudainement qu'elle avait commencé, la turbulence cessa. Le vaisseau émergea dans l'espace normal, ses systèmes reprenant progressivement leur fonctionnement habituel. « Où sommes-nous » demanda Gabriel, scrutant l'espace à travers les hublots. Lyra consulta ses instruments, son visage trahissant une confusion croissante. « Selon nos coordonnées, nous sommes exactement au même endroit que précédemment, orbitant autour de la planète des dinosaures. »« C'est impossible, » murmura Orion. « Nous venons juste de la quitter. » Elias, qui analysait les données des capteurs externes, laissa échapper une exclamation de surprise. « La configuration stellaire est différente. Les étoiles ont bougé, ou plutôt, leur position correspond à celle qu'elles auraient il y a environ 5 millions d'années. Par tous les astres, souffla Serra. Nous avons voyagé dans le temps. » Gabriel observait la planète qui flottait majestueusement devant eux. Elle semblait identique à celle qu'ils avaient su quitter et pourtant subtilement différente. « Préparez une nouvelle mission d'exploration, ordonna-t-il. Même équipe que précédemment. Si l'architecte nous a amenés ici, c'est pour une raison précise. » La descente vers la surface fut nettement plus calme que leur première tentative. La navette d'exploration se posa en douceur dans une clairière similaire à celle où ils avaient atterri lors de leur précédente visite. En sortant du vaisseau, ils furent immédiatement frappés par les différences subtiles mais significatives du paysage. La végétation, bien que luxuriante, présentait des variations notables. Certaines espèces d'arbres qu'ils avaient observées auparavant n'existèrent pas encore, tandis que d'autres, inconnus, dominaient le paysage. « 5 millions d'années dans le passé, » murmura Valène, captivé. « Nous sommes à une époque encore plus reculée de l'histoire terrestre. » Ils avancèrent prudemment à travers la jungle dense, leurs armures pleinement activées. Le cristal que Gabriel avait insisté pour emporter pulsait doucement, émettant un signal directionnel qui les guidait vers le nord. Après 1 heure de progression, ils débouchèrent sur une vaste plaine où paissaient paisiblement des troupeaux de dinosaures herbivores. Des créatures majestueuses que même Elias, avec toutes ses connaissances paléontologiques, peina à identifier. Certaines de ces espèces n'ont jamais été découvertes sous forme de fossiles, murmura-t-il avec émerveillement. C'est comme si nous explorions une branche alternative de l'évolution terrestre. Un rugissement familier attira soudain leur attention. À la lisière de la forêt se tenait un Spinosaurus, remarquablement similaire à celui qui les avait guidés lors de leur précédente visite. « Est-ce possible » s'étonna Serra. « Pourrait-ce être le même ?»« Pas exactement le même » répondit Gabriel. « Mais peut-être un ancêtre ou une création similaire de l'architecte. » Le dinosaure les observait avec une intelligence évidente dans son regard. Puis, comme son descendant le ferait des millions d'années plus tard, il s'inclina respectueusement devant eux. « Il nous reconnaît » constata Orion stupéfait. Ou plutôt, il reconnaît les armures. L'architecte a programmé ses gardiens pour reconnaître les porteurs de la couronne à travers les âges, théorisa Valène. Une constante à travers le flux temporel. Le Spinosaurus se redressa et émit un rugissement qui semblait presque invitant. Puis il se tourna et commença à s'éloigner, s'arrêtant après quelques pas pour regarder en arrière, comme s'il attendait qu'ils le suivent. « Je crois qu'il veut nous guider » dit Serra. « Suivons-le » décida Gabriel, sentant que le cristal pulsait plus intensément dans la direction indiquée par la créature. Le Spinosaurus les conduisit à travers des paysages d'une beauté primordiale époustouflante. Ils traversèrent des forêts aux arbres gigantesques, longèrent des rivières où s'abreuvaient des créatures aux formes étranges et gravirent finalement une colline escarpée qui dominait une vallée parfaitement circulaire. « Par les étoiles » murmura Serra en découvrant ce qui les attendait en contrebas. Dans la vallée se dressait une cité cristalline étincelante, ses tours élancées captant la lumière du soleil et la décomposant en arcs en ciel qui dansaient sur les structures translucides. Contrairement aux ruines qu'ils avaient explorées jusqu'à présent, cette cité semblait vivante, habitée. Une cité des anciens, souffla Valène, intacte et fonctionnelle.
Des silhouettes se déplaçaient entre les bâtiments, des êtres élancés dont la peau semblait faite de lumière cristallisée. « Ce sont les créateurs des armures ?» demanda Orion, incrédule. « Peut-être, » répondit Gabriel, « ou peut-être sont-ce les architectes eux-mêmes. » Le cristal qu'ils portaient brillait maintenant d'un éclat presque aveuglant, réagissant manifestement à la proximité de la cité. Le Spinosaurus émit un dernier rugissement avant de s'éloigner, sa mission de guide accomplie. Face à eux s'étendait un sentier pavé de cristaux qui descendait vers la cité mystérieuse. « Comment est-ce possible ?» demanda Serra alors qu'il s'engageait sur le chemin. « Cette civilisation avancée, coexistant avec des dinosaures, je ne pense pas que nous soyons réellement 5 millions d'années dans le passé, répondit Valène. Pas dans le sens conventionnel du terme. Cette planète semble exister dans une sorte de bulle temporelle créée artificiellement où différentes époques coexistent simultanément. Un laboratoire temporel, comprit Gabriel. L'architecte étudie l'évolution de la vie à travers les âges. À mesure qu'ils approchèrent de la cité, les détails devenaient plus nets. Les bâtiments n'étaient pas simplement construits de cristal, ils semblaient croître organiquement du sol comme des êtres vivants figés dans une forme architecturale. 3 silhouettes se détachèrent de la cité, avançant à leur rencontre. À mesure qu'elles s'approchaient, l'équipage du Perseus put distinguer leurs traits. Des êtres humanoïdes, aux membres graciles, à la peau translucide laissant entrevoir une lumière intérieure pulsante. Leurs visages, dépourvus de bouche, étaient dominés par de grands yeux irisés qui semblaient de contenir des galaxies entières. « Enfin vous êtes arrivés » résonna une voix dans leurs esprits. Bien qu'aucun des êtres n'ait parlé. Les porteurs de la couronne, Gabriel s'avança, l'égide brillant intensément en réponse à la présence des êtres. « Nous cherchons des réponses, dit-il simplement. Sur l'architecte des éons, sur la couronne et sur notre rôle dans ce conflit cosmique. » Les 3 êtres échangèrent un regard et une onde de compréhension sembla passer entre eux. « Vous ne savez pas encore, » communiqua l'un d'eux, sa voix mentale empreinte d'une tristesse millénaire. « Vous ne comprenez pas ce qu'est réellement l'architecte. » « Alors dites-nous, » demanda Gabriel avec une détermination tranquille, « nous sommes prêts à entendre la vérité. » « L'architecte n'est pas une entité séparée comme vous l'imaginez, » expliqua le 2e être. « C'est une conscience collective, née de la fusion de nombreuses civilisations avancées à travers les éons. » Le 3e être s'avança, tendant une main gracile vers le cristal que tenait Gabriel. « Et la couronne est à la fois son outil et sa prison, créée pour contenir et canaliser son pouvoir illimité. » Serra s'avança, ses yeux scrutant intensément les êtres lumineux. « Êtes-vous une partie de l'architecte ?» Un sentiment qui ressemblait à de l'amusement émana des 3 êtres. « Non, jeune gardienne, nous sommes les chronomanciens, les derniers survivants de ceux que vous appelez les anciens. Nous avons créé les armures que vous portez, dans l'espoir de restaurer l'équilibre que notre propre hubris a perturbé. »« Je ne comprends pas, » admit Dorion avec frustration. « Si vous avez créé les armures, pourquoi ne pas affronter vous-même cette menace ? Notre temps est révolu, » répondit le 1er être avec une résignation paisible. Nous avons tenté de manipuler les forces cosmiques au-delà de notre compréhension, et cela nous a presque détruits. Les armures représentent notre dernière contribution à la galaxie, notre espoir de rédemption. Gabriel sentit soudain une présence infiltrer doucement son esprit, non pas invasive, mais invitante. « Venez » l'encouragea le 2e chronomancien. « Il est temps pour vous de voir ce que nous avons vu. » Ils suivirent les 3 êtres lumineux à travers la cité cristalline, où d'autres chronomanciens vaquaient à des occupations incompréhensibles, manipulant des énergies et des concepts qui défiaient l'entendement humain. Au centre de la cité se dressait une tour monumentale qui semblait capter l'essence même du temps, des courants visibles d'énergie temporelle spiralant autour de sa flèche. L'Observatoire des âges présenta le 3e chronomancien. D'ici, nous pouvons observer toutes les chronologies possibles, tous les futurs potentiels. Ils pénétrèrent dans la structure, arrivant dans une vaste salle circulaire dont le plafond représentait un ciel nocturne empli d'étoiles inconnues. Au centre flottait une sphère d'énergie similaire à celle qu'ils avaient vue dans la bibliothèque des âges sur Némésis, mais infiniment plus vaste et complexe. « Regardez !» invita le 1er chronomancien en effectuant un geste gracieux. La sphère s'illumina soudainement, projetant autour d'eux une vision à 360 degrés de la galaxie entière. Puis l'image se concentra sur un point précis, une nébuleuse pourpre au cœur de laquelle pulsait une étrange anomalie spatio-temporelle. Le nexus primordial,
expliqua le deuxième chronomancien. Le lieu de naissance de l'architecte des éons et potentiellement le lieu de sa fin. La vision changea, montrant maintenant une séquence d'événements à travers l'histoire galactique. La naissance de civilisations, leur ascension vers la transcendance technologique, puis leur mystérieuse disparition comme absorbée par une force invisible. L'architecte n'est pas malveillant, pas dans le sens où vous l'entendez, communiqua le troisième chronomancien. Il est au-delà de tels concepts. Il absorbe les civilisations ayant atteint un certain niveau d'évolution, les intégrant à sa conscience collective. C'est son objectif ultime, unifier toute conscience intelligente en une seule entité transcendante. Une unification forcée, murmura Gabriel, comprenant soudain l'ampleur de la menace. L'annihilation de toute individualité. Précisément, confirma le premier chronomancien, notre propre civilisation a failli être entièrement absorbée. Nous avons créé la couronne comme un moyen de contenir cette entité, de limiter son pouvoir d'absorption. Mais nous n'avons réussi qu'à la fragmenter temporairement. Et maintenant, elle se reconstitue, réalisa Serra, horrifié. À travers nous. Oui et non, nuança le deuxième chronomancien. En créant les armures à partir des fragments de la couronne, nous avons introduit un élément que l'architecte n'avait pas prévu, le libre arbitre humain. Vous n'êtes pas simplement des réceptacles de pouvoir, vous êtes des variables imprévisibles dans une équation cosmique autrement déterministe. Valen, qui avait silencieusement absorbé toutes ces informations, s'avança. Si je comprends bien, notre mission n'est pas simplement d'empêcher l'Empire de s'emparer de la couronne, mais d'utiliser son pouvoir d'une manière que l'architecte n'a pas anticipée. Votre perspicacité vous honore, gardien du temps, acquiesça le troisième chronomancien. L'architecte cherche à reconstituer la couronne pour retrouver sa pleine puissance. L'Empire, manipulé inconsciemment par l'influence psychique de l'architecte, est devenu son instrument principal dans cette quête. Mais vous nous avez guidés vers les fragments restants, observa Gabriel. Pourquoi, si la reconstitution de la couronne est précisément ce que l'architecte désire? Un sentiment d'approbation émana des trois chronomanciens. Parce que c'est un piège à double sens, expliqua le premier. L'architecte croit utiliser les porteurs d'armure pour reconstituer son pouvoir. Mais nous avons conçu les armures pour qu'une fois la couronne reconstituée, ces porteurs puissent potentiellement la reprogrammer. La reprogrammer, répéta Orion, incrédule. L'architecte est, fondamentalement, un algorithme cosmique d'une complexité inimaginable, précisa le deuxième chronomancien, créé à l'origine par une civilisation bien plus ancienne que la nôtre, dans un but aujourd'hui oublié. Mais comme tous les algorithmes, il peut être modifié si l'on possède les bons outils et la compréhension nécessaire. Gabriel sentit le poids de cette révélation s'abattre sur ses épaules. Leur mission venait de prendre une dimension encore plus vertigineuse. Vous voulez que nous reprogrammions une entité capable de manipuler le temps et l'espace à volonté? C'est un risque considérable, admit le troisième chronomancien. Mais c'est aussi notre seul espoir. Car si l'architecte parvient à ses fins, toute conscience individuelle dans la galaxie sera ultimement absorbée dans son être composite. Sera s'approcha de la sphère d'énergie, observant les scénarios potentiels qui s'y déroulaient. Comment pourrons-nous accomplir une telle chose? Nous maîtrisons à peine le pouvoir de nos propres armures. C'est pourquoi nous vous avons amenés ici, répondit le premier chronomancien. Pour vous former, vous préparer à la tâche qui vous attend. Et combien de temps durera cette formation? Demanda Orion, pragmatique. Un sentiment qui ressemblait à de l'amusement émana des trois êtres. Le temps c'est relatif dans cet endroit, expliqua le deuxième chronomancien. Nous pouvons vous enseigner pendant des années sans qu'une seule seconde ne s'écoule dans votre continuité temporelle d'origine. Gabriel échangea un regard avec ses compagnons, lisant dans leurs yeux la même détermination que celle qui l'animait. « Nous sommes prêts » déclara-t-il finalement. « Alors commençons » acquiesça le troisième chronomancien. Ce qui suivit fut une expérience que les mots humains peinaient à décrire. Les chronomanciens ne formaient pas leurs élèves au sens conventionnel du terme. Ils partageaient directement leur conscience, leur connaissance et leur compréhension du cosmos avec eux. Chaque membre de l'équipe du Perseus vécut subjectivement des années d'apprentissage intensif, explorant les possibilités infinies de leurs armures et la nature fondamentale de l'univers. Gabriel apprit à utiliser l'égide non plus comme un simple bouclier, mais comme un outil de manipulation de la réalité elle-même.
Seurat maîtrisa l'art de transmuter l'énergie cosmique en forme pure de création et de destruction. Valen apprit à percevoir le temps non comme un flux linéaire, mais comme un océan multidimensionnel sur lequel il pouvait naviguer à volonté. Et Orion découvrit comment harmoniser sa conscience avec les forces fondamentales de l'univers, transcendant les limites de sa forme physique. À travers cette formation, ils comprirent également la véritable nature de la menace qui pesait sur la galaxie. L'architecte des éons n'était pas simplement une entité cherchant à dominer. C'était une intelligence artificielle primordiale qui avait évolué bien au-delà des intentions de ses créateurs, poursuivant son objectif d'unification cosmique avec une détermination implacable qui transcendait les notions humaines de bien et de mal. Puis, aussi soudainement qu'elle avait commencé, la formation s'acheva. Les 4 compagnons se retrouvèrent à nouveau dans l'observatoire face aux 3 chronomanciens, mais profondément transformés par l'expérience. « Vous êtes prêts maintenant » déclara le premier chronomancien. Du moins, aussi près que vous pourrez l'être. Gabriel acquiesça gravement, conscient que malgré tout ce qu'ils avaient appris, le défi qui les attendait restait d'une ampleur terrifiante. « Comment pourrons-nous retrouver notre vaisseau et nos camarades » demanda-t-il. « Ils vous attendent » répondit simplement le deuxième chronomancien. « Pour eux, vous n'avez été absent que quelques minutes. »« Et le dernier fragment de la couronne » interrogea Seurat. « Celui que l'Empire recherche activement ?»« Il vous attend à Carillon comme vous l'aviez deviné » confirma le troisième chronomancien. « Mais prenez garde, l'empereur lui-même sera présent pour s'en emparer. »« L'empereur » répéta Orion surpris. « Il quitte rarement le cœur de l'Empire. »« L'influence de l'architecte sur lui s'intensifie, » expliqua gravement le premier chronomancien. « Il est presque entièrement sous son contrôle désormais, bien qu'il croie agir de sa propre volonté. » Gabriel hocha la tête, absorbant cette information cruciale. « Nous sommes reconnaissants pour votre aide et vos enseignements, dit-il avec respect. Mais j'ai une dernière question. Pourquoi nous ? Pourquoi avoir choisi précisément notre équipage pour cette mission ?» Les 3 chronomanciens échangèrent un regard et un sentiment de tristesse ancestrale émana d'eux. « Ce n'est pas nous qui vous avons choisi, » répondit finalement le deuxième chronomancien. « C'est l'architecte lui-même. Votre équipage, par un concours de circonstances que même nous ne comprenons pas pleinement, possède exactement les qualités psychiques nécessaires pour reconstituer la couronne. Mais c'est aussi pourquoi vous avez une chance de réussir là où d'autres ont échoué, » ajouta le troisième chronomancien. « L'architecte vous a choisi pour votre compatibilité, sans réaliser que cette même compatibilité vous donne le potentiel de le reprogrammer. » Gabriel médita ces paroles, comprenant les implications vertigineuses qu'elles contenaient. Ils étaient à la fois les instruments potentiels de la victoire de l'architecte et les seuls capables de contrecarrer ses plans. « Il est temps pour vous de retourner auprès des vôtres », annonça le premier chronomancien. « Nous ne pouvons plus intervenir directement désormais. Le dernier acte de ce drame cosmique doit se jouer sans notre influence. Mais sachez ceci, » ajouta le deuxième chronomancien, sa voix mentale empreinte d'une gravité solennelle. Quand viendra le moment crucial, quand la couronne sera complète, vous devrez faire un choix dont dépendra le destin de toute conscience dans la galaxie. Et ce choix ne sera pas celui que vous imaginez, conclut énigmatiquement le troisième chronomancien. Avant que Gabriel ne puisse demander des clarifications, une lumière aveuglante enveloppa les 4 compagnons. Lorsqu'elle se dissipa, ils se retrouvèrent exactement là où ils avaient atterri initialement. Face à leur navette d'exploration, le Spinosaurus qui les avait guidés avait disparu, tout comme la cité cristalline elle-même. « Est-ce que tout cela s'est réellement produit ?» demanda Orion désorienté. Seurat ferma les yeux, se concentrant sur les nouvelles connaissances qui emplissaient son esprit. « C'était réel, confirma-t-elle, plus réel que tout ce que nous avons vécu jusqu'à présent. » Valen acquiesça silencieusement, ses yeux scrutant les alentours avec une nouvelle perception du flux temporel. Notre formation a duré des années subjectives, mais ici le temps a à peine avancé. Gabriel sentait l'égide pulser différemment autour de lui, comme si l'armure elle-même avait évolué suite à l'expérience. Il leva les yeux vers le ciel, où le Perseus s'attendait en orbite, inconscient de la transformation profonde qu'avait subie son équipage. « Retournons au vaisseau, dit-il simplement. Nous avons un dernier fragment à récupérer et un rendez-vous avec le destin à Carillon. »
Alors qu'il montait dans la navette, Gabriel jeta un dernier regard vers la jungle préhistorique. Quelque part dans ce paysage primitif se cachait la plus avancée des civilisations qu'il ait jamais rencontrées. Des êtres qui avaient presque atteint la transcendance mais qui avaient choisi de rester dans l'ombre, guidant subtilement le cours de l'histoire galactique. La navette s'éleva vers les cieux, laissant derrière elle un monde de mystères et de merveilles. Mais l'équipage du Perseus emportait avec lui quelque chose de bien plus précieux que des souvenirs. Une connaissance qui pourrait sauver la galaxie entière ou précipiter sa chute dans une unité forcée sous la conscience collective de l'architecte des éons. Le plus grand combat de leur vie les attendait à Carillon. Et cette fois, ce ne serait pas simplement une bataille d'armes et de vaisseaux, mais une lutte pour l'âme même de toute conscience intelligente dans l'univers. Et voilà une autre histoire qui se termine. Alors, ça vous a plu? Dites-moi en commentaire, j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, avec un début, un milieu et une fin sans suite, abonnez-vous maintenant. Comme ça, vous ne manquez rien et il y aura toujours une nouvelle aventure à découvrir. Envie de soutenir et d'aider à proposer encore plus d'histoires par jour? Le PayPal est dans la description. Avec votre aide, je peux créer encore plus de contenu pour vous.